Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat. J'ai le plaisir et l'honneur finalement de recevoir cette semaine Martial Bild à la place de Jean-Yves Le Gallou. Et nous n'allons pas traiter de l'actualité certes intéressante de cette semaine, mais plutôt de votre nouveau livre, Martial, Défaire le parti des médias, lapsus, qui convient bien du coup à notre émission Immédiat. Hein, c'est ce à quoi on s'intéresse chaque semaine avec Jean-Yves. Bonjour Gilles Blaiseau, merci de m'inviter dans ce format d'Immédiat. Je suis intervenu en 9 ans peut-être une ou deux fois, donc voilà. On a toujours un certain plaisir à vous recevoir à nouveau. Et être là. Je vais mettre les pieds dans le plat si vous me le permettez. Déjà, pourquoi ce titre, Défaire le parti des médias ? Qu'est-ce que c'est un parti des médias ? Qu'est-ce que c'est le parti des médias ? Alors en 1840, Honoré de Balzac, qui était écrivain bien sûr, mais aussi journaliste, a eu la prescience d'utiliser le terme de quatrième pouvoir en parlant de la presse. La presse en France, disait-il, est le quatrième pouvoir dans l'État. Elle attaque tout, mais personne ne peut l'attaquer. On est en 2022, ce quatrième pouvoir est devenu le premier pouvoir dans la réalité, premier pouvoir de nuisance, premier pouvoir de pensée unique, premier producteur de politiquement correct. Et j'ai une autre phrase en tête, que celle de Régis Debray. Il dit « Nous assistons au moment où l'accès en position dominante de l'appareil de l'information en fait une forme d'église. Il se met en place une église cathodique, avec bien évidemment un clergé cathodique. Et ce clergé cathodique, cette église cathodique, c'est ce que nous appelons avec Philippe Millot, qui est le co-auteur de cet ouvrage, ce que nous appelons le parti des médias. Alors, vous les comparez à l'Église catholique, ces médias. Je les comparerais plutôt personnellement à l'Église rouge. C'est le nom avec lequel on désignait le Parti communiste il y a désormais bien longtemps. Le Parti des médias défend une idéologie aujourd'hui qu'on appelle celle de la pensée unique, du wokisme. Et le Parti communiste, pour survivre, a lui aussi dérivé vers cette idéologie-là. Donc ils sont capables de se retrouver aujourd'hui, facilement. Facilement. Alors, quand on connaît finalement l'influence considérable qu'ont les médias, on va dire mainstream, institutionnels, peu importe le terme, ce parti des médias, sur les opinions et sur l'opinion publique. Comment est-ce qu'on peut finalement envisager, et comme vous le faites dans votre livre, comment peut-on envisager de les combattre et même de défaire ce parti des médias ? Quand Philippe Millot, qui est le président de la chaîne, a créé TV Liberté, nous avons été nombreux à nous associer à cette démarche. Je pense bien évidemment à gens comme Arnaud Soyer, Tristan Bordrel, Élise Blaise et beaucoup d'autres, bien sûr, parce que chacun avait le même point de vue que Philippe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et ça, je pense que c'est le premier terme sur lequel il faut insister. Il n'y a pas de fatalité. Il y a vraiment des failles à l'intérieur du système, du premier pouvoir, de ce système triomphant. Et sans rentrer dans le détail, je dirais qu'il y a des phénomènes d'autocorrosion. Donc pas de fatalité, et à l'intérieur du système, des phénomènes d'autocorrosion. On le voit d'ailleurs, par exemple, à travers la raréfaction du public pour la presse écrite. Et je vais vous donner un exemple, Gilles Blaiseau, un exemple parmi beaucoup d'autres. L'hebdomadaire L'Express, qui a été hebdomadaire intouchable dans les années 80-90. Un monument. Voilà, ce monument, il a perdu en 12 ans 300 000 exemplaires, c'est-à-dire réellement plus de 400 ou 450 000 lecteurs. C'est une diffusion qui est réduite en 12 ans, c'est-à-dire de 2010 à 2022, de 2 tiers. Et ce n'est pas un cas particulier. Alors j'entends très bien ce que vous dites, par exemple sur l'Express, et c'est vrai qu'il y a un manifeste déclin de la presse papier, qu'on peut interpréter comme un déclin du journalisme dans l'opinion peut-être, mais TV Liberté connaît un certain succès sur YouTube. Cependant, ces audiences, par exemple, je pense aux JT du soir de TF1, de France 2, ne sont pas comparables avec ces JT-là. Et alors, tous les jours, le cerveau des Français est encore lavé et formaté par ces émissions. Et finalement, l'éducation nationale et finalement les JT du soir de TF1 et de France 2 participent beaucoup plus
à façonner l'opinion que TV Liberté, qui reste tout de même une niche. Alors, bien évidemment, Si on parlait de la presse écrite, je parlais de la presse écrite et de son déclin, phénomène d'autocorrosion. Bien évidemment, on n'en est pas au même niveau et au même endroit pour la presse audiovisuelle. Et il est vrai que les grands messes, comme on disait à l'époque de TF1 et de France 2, restent encore des petites messes cathodiques. Mais j'attire votre attention où il y avait 10 millions de personnes qui écoutaient Mourouzi ou Bourret, c'est aujourd'hui 5 millions de personnes qui écoutent Boulot et moins de 4 dans les bons jours pour France 2. Donc il y a aussi un phénomène de déclin qui va se précipiter. Certains pourront penser qu'il ne se précipite pas assez. Mais je vais vous prendre un autre exemple, si vous voulez, dans ce cas-là. C'est la vague d'impopularité sans précédent qui frappe les journalistes. Ou le monde journalistique. C'est incontestable. Et ça, cette hostilité contre les journalistes, on l'a vu à travers les Gilets jaunes. C'était pas seulement une révolte, c'était vraiment l'idée d'un refus du travail malmené, déconnecté du réel des journalistes. Et ça, c'est une réaction pas de quelques personnes, ce sont des centaines, des millions de personnes qui ont descendu dans la rue et qui avaient le même sentiment de ressentiment à l'égard du monde journalistique, considéré comme une caste, comme un parti, le parti des médias. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et moi je pense que le livre, Défaire le parti des médias, c'est aussi d'établir une première conclusion, si vous voulez même, à notre propos, c'est qu'il n'est pas possible de combattre le parti des médias sans créer une autre forme de médias, une autre forme de presse, que nous appelons ici à TV Liberté, vous le savez, la presse alternative, dont TV Liberté est un des fleurons, mais pas le représentant exclusif. Pas le seul, bien sûr. Ah, bien sûr que non. On a aussi des alliés dans la presse radios, dans la presse etc. écrite encore, malheureusement, avec beaucoup de difficultés, dans la presse écrite, dans la presse radiophonique, puis aussi des formes de chaînes de YouTube, etc. Et au contraire, c'est la multiplication, ce foisonnement de la presse alternative qui est précieux. Donc il faut le conserver, surtout pas l'empêcher. Au moins, nous voilà avec un petit élément d'espoir. Alors, on parle beaucoup de la censure et de la délation qui est exercée par les médias vis-à-vis des paroles dissidentes, pour brosser un petit peu large, des voix dissidentes, qu'elles soient médiatiques ou non. Et vous allez encore plus loin dans votre livre en parlant d'un véritable coup d'État des médias en Occident. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Oui, en fait, avec Philippe Millot, mais aussi avec Jean-Luc Coronel de Boissezon, qui nous a aidés par un apport intellectuel important à rédiger cet ouvrage, on a remonté, si vous voulez, le fil de la prise de pouvoir du parti des médias, de ce que nous appelons le parti des médias. Et il fallait, de manière assez simple, visualiser ce moment où il y a un véritable prise de pouvoir des médias sur les politiques, sur la justice, etc. Le moment de bascule. Le moment de basculement de légitimité dans la réalité. Alors, bien évidemment, on peut le situer à beaucoup d'endroits. Nous en avons conservé un parce qu'il nous paraît être le plus exemplaire, si vous voulez, qui est le 5 novembre 2020. Parce que le 5 novembre 2020, il y a une personne pour commencer, et beaucoup d'autres dans le même temps, dans le même moment, qui vont crier « coupez ». Couper. Et ça, quand ils vont dire couper, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des journalistes, des réalisateurs, des journalistes, des producteurs qui diffusent ce 5 novembre 2020 un discours, celui du président des États-Unis, qui est encore à ce moment-là le président en titre, en place des États-Unis. Et les chaînes de télévision américaines vont interrompre brutalement Donald Trump. Elles vont censurer les propos, qui est un homme démocratiquement élu, je vous rappelle en 2016 avec 64 millions de voix. En 2020, après une élection compliquée et une victoire dont il faudrait discuter longuement de Joe Biden, Donald Trump a obtenu néanmoins 74 millions d'électeurs. Il en a donc bénéficié, lui qui était tant exécré des Américains, disait-on, de 10 millions d'électeurs en plus. Néanmoins, il va y avoir des journalistes qui vont l'interrompre, mais mieux, vont rectifier ses propos. C'est le cas, par exemple, du présentateur de MSNBC. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. There are no illegal votes that we know of. Et les journalistes, je le rappelle parce que on est sur Immédiat, les téléspectateurs d'Immédiat le savent, mais ce sont des gens qui sont élus par personne,
Ils n'ont reçu aucune délégation populaire et ils ne disposent d'aucune légitimité démocratique. Néanmoins, ils prennent la décision de censurer les propos du chef de l'État en direct. Alors c'est important que vous disiez il au pluriel, puisque en effet MSNBC, il me semble, est la première chaîne à couper et à rectifier le président, et ensuite toutes les chaînes qui sont en train de diffuser ce discours font la même chose. Alors est-ce que c'est du mimétisme ou est-ce que c'est peut-être une presse aux ordres qui suit un ordre donné Alors, est-ce que c'est un coup d'État orchestré ou un coup d'État circonstanciel? Alors, le mimétisme, certainement, parce que tout le monde dans la presse, y compris la presse française, surveille ce que l'autre écrit et reprend la plupart du temps sans vérifier les informations des uns et des autres. Donc ce mimétisme, c'est possible. Deuxièmement, qu'il y ait une main qui ait empêché Donald Trump de s'exprimer et qui ait donné l'ordre, je n'y crois pas. Ce que je crois par contre, c'est les journalistes ont intégré depuis des années, depuis l'élection de Donald Trump, qu'il y a la possibilité, à un moment donné, à tout moment, d'essayer de lui nuire. Et là, je pense qu'ils ont la capacité de décider en commun, sans d'ailleurs en discuter entre eux, que c'est le moment précis où il y a la possibilité de nuire à Donald Trump de manière définitive. Car là, il s'agit non pas de lui nuire pour le passé, ni pour le présent, mais pour l'avenir, c'est-à-dire vraiment l'empêcher de redevenir président des États-Unis en 2024. On s'aperçoit d'ailleurs que dans l'affaire du Capitole qu'on maintient, il y a toujours cette volonté d'empêcher Donald Trump de se représenter en 2024. Donc c'est assez cohérent de penser que tout le monde est façonné de telle façon qu'on puisse réagir au même moment à un mot que l'on entend de la même manière. Mais de la même manière. Et ça, je crois que c'est une possibilité dont il faut tenir compte. Et ça va aussi plus loin parce que dans le même temps, les réseaux sociaux comme Twitter bannissent à vie une décision absolument ahurissante qui va laisser... Digne de la Grèce antique, ça rappelle l'exil finalement. L'exil à vie de Donald Trump, qui dispose sur Twitter à ce moment-là de 89 millions d'abonnés. C'est-à-dire qu'on prend une décision contre Donald Trump, mais aussi contre 99 millions de personnes qui le suivent, quoi. Et c'est donc quand les propriétaires de chaînes privées américaines aux mains d'oligarques ou des propriétaires d'une start-up de la Silicon Valley sont capables de bel et bien fomenter un coup d'État. Alors certains quand même pourraient vous rétorquer sur cette affaire de Trump que vous prenez comme ce moment de basculement donc de la légitimité politique et médiatique. Certains quand même pourraient vous rétorquer qu'ils ont fait leur travail, c'est-à-dire la maîtrise de l'antenne, le travail de l'animateur, c'est de couper quand il y a un discours qui est soit faux, soit considéré comme illégal ou délictueux. Ils ont fait leur travail de leur point de vue. Ils ont fait leur travail de maîtrise de l'antenne et de révélation d'un mensonge, parce qu'à ce moment-là, Trump est en train de dire « l'élection a été volée, c'est une fraude électorale, etc. » Et ils accomplissent leur rôle de pilier de la démocratie, finalement, de gardien de la vérité. Ça, c'est sympa. Oui. J'aime bien quand vous faites vous prêchez le faux pour avoir le vrai. L'idée que la presse est pilier de la démocratie, c'est une fable. C'est vraiment une fable. Premièrement, parce que la démocratie, elle est née en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. La presse écrite, elle est née 2000 ans plus tard. Donc la démocratie a vécu pendant 2000 ans sans la presse écrite. En France, la presse écrite, elle est née pas du tout sous un régime démocratique, considéré comme tel aujourd'hui en 2022. Il faudrait là encore dire qu'est-ce qu'une démocratie en 2022. Mais elle est née sous la monarchie. Je pense à la Gazette. On est en 1631. C'était Théophraste Renaudot. Donc il faut arrêter complètement avec cette légende de la presse comme contre-pouvoir. En 2022, dans la réalité, la presse française, dans sa grande majorité, mais sa très grande majorité, elle est bien un pouvoir contre la démocratie. Et quant à la maîtrise de l'antenne, il avait totalement la possibilité à la fois d'alerter les téléspectateurs à la fin de l'intervention de Donald Trump en disant voilà ce que nous considérons comme exact, voilà ce que nous pensons être la vérité et donner la parole aux oppositions ou aux contradicteurs du président américain. Moi, je ne défends pas ce que dit le président américain. Ce que je note, c'est qu'il y a des gens qui sont illégitimement enclins à censurer une personne qui a été, elle, légitimement
élue pour dire ce qu'elle dit. De la même façon que je considère qu'il y a vraiment des petits coups d'état médiatiques en France quand on empêche des candidats d'être présents à l'élection présidentielle. Je pense bien évidemment à François Fillon. Je me fiche de ce que pense François Fillon et sa personnalité. Ce que j'aime apprécier et ce qu'on fait dans le livre avec, je pense, beaucoup de minutie, c'est la façon, le process, la procédure, le processus qui a été mis en place pour empêcher François Fillon d'être candidat. Mais c'était déjà valable pour d'autres, parce que c'était valable depuis longtemps pour Jean-Marie Le Pen, mais ça personne ne le disait. Ça a été valable pour Zemmour en 2022, ça sera ou ça a été valable pour parti pour Marine Le Pen. Ce que je ne veux pas, c'est que le parti des médias soit en capacité, ce qu'il est en capacité de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de désigner les candidats qui seront à l'élection présidentielle, voire en 2017 à désigner le candidat qui sera président de la République, parce que je maintiens que le parti des médias a soutenu un candidat sorti de nulle part et qui a réussi à devenir président de la République et à le redevenir. Alors dites-moi si je me trompe, Martial Bill, mais en lisant votre livre quand même, on a l'impression que le but de ce livre, c'est de décorréler dans les esprits les médias d'une part et la démocratie. Parce que ce qu'on entend généralement, c'est justement que les médias libres sont les gardiens de la démocratie, du débat public, d'une opinion qui est formée avec le débat démocratique, etc. Ça, c'est du pipeau. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est le but du livre. Ça, c'est du pipeau. Pourquoi on a mis combat? Vous voyez, il y a une accroche qui est combat pour une presse vraiment libre. Et on va y revenir. Et on a fait ça parce que en 2009, il y a eu un manifeste, celui de Mediapart et d'Edwy Plenel, qui est paru sous le titre « Combat pour une presse libre ». Et en fait, dans la réalité, quand vous le relisez, personne ne le lit, mais quand vous le relisez, vous découvrez que dans ce manifeste, le journaliste, c'est Robespierre, donc il va s'en inspirer dignement, veut imposer et contraindre le monde politique à se soumettre à une minorité de journalistes, trotskistes, ça va de soi, c'est encore mieux. Alors bien sûr, il y a une responsabilité. C'est un pléonasme. Voilà, mais oui, c'est un pléonasme, par étant qui court, c'est un pléonasme. Mais et bien évidemment, il y a la responsabilité du monde politique. Je ne dédouane pas les politiques d'avoir cédé au monde médiatique les pouvoirs qui étaient les leurs. Ça, c'est un autre problème. Mais ce type de journalistes qui peuvent faire ou défaire candidats, qui peuvent faire ou défaire des honorabilités, je considère bien évidemment que ce n'est pas la forme aboutie d'une presse vraiment libre. Et moi je pense qu'il faut donc procéder de toute urgence, je reprends toujours à mon idée d'église, à la séparation de l'église médiatique et de l'État. Ça, je pense que c'est la première chose. Il faut remettre à sa place la classe médiatique, parce que c'est une classe qui est au cœur d'une collusion. C'est une collusion sociale, c'est une collusion politique, c'est une collusion géographique, c'est un entre-soi incessant. On est ensemble, on vit ensemble, on couche ensemble, on meurt ensemble. Et c'est cette fait que cette caste soit... oui, on couche ensemble aussi, bien sûr. Non, c'est ça que vous reteniez. Mais c'est une caste déconnectée du réel. C'est ce que disaient les Gilets jaunes. Dans leur sincérité, et Dieu sait que cette manifestation de révolte était sincère, c'est que ce monde-là est décorrélé. Je veux dire, voilà, on déjeune avenue Montaigne, c'est sûr qu'on ne voit pas la pauvreté ou l'immigration qui s'établit à la Courneuve ou ailleurs. Ça, c'est certain. Alors, on en vient justement au sous-titre du livre « Combat pour une vraie presse libre ». Qu'est-ce qu'une presse libre et comment est-ce qu'on arrive à cet état justement de presse libre ? Alors, je vais inviter les téléspectateurs à lire l'ouvrage. Il sera redisponible, il est en réimpression. Donc il sera redisponible, on pourra l'acheter à partir de son succès. Voilà. Oui, un peu. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Il est en réimpression, donc sera disponible à partir du 16 août sur la boutique de TV Liberté. Mais il y a des choses qu'on peut faire assez facilement, même que les téléspectateurs peuvent faire, et ils font grâce à Immédiat, ils apprennent à résister ou à riposter ou à se réinformer. Mais c'est sûr qu'il faut remettre en cause, par exemple, la puissance des agences de presse. Il y a 3 agences de presse principales, la société de presse, la Reuters, et puis aussi l'agence d'État français, l'agence de gouvernement. L'agence gouvernementale s'appelle AFP. Ils ont un poids considérable d'influence sur les opinions publiques. J'invite les gens à aller regarder le site internet du Figaro, c'est le plus regardé, site internet d'information. Bon, il y a les informations du Figaro, les titres du Figaro et les écrits des journalistes du Figaro. Puis sur le côté, il y a une rubrique qui s'appelle Flash,
recherche qu'on regarde énormément, parce que c'est l'actualité en continu, et cette actualité en continu, elle est faite par l'AFP, des fois un tout petit peu corrigée par le Figaro, s'il a le temps de le faire, ou s'il a trouvé le journaliste pour le faire. Et donc on voit bien que n'importe quel journal, que ce soit du Figaro ou à Libération, en fait les informations sont celles de l'AFP. Et puis il faut aussi mettre fin aussi, par exemple, à l'étranglement intellectuel produit par les écoles de journalisme. Ruffin, qui est député et LFI, a parlé de l'abrutissement dans les écoles de journalisme. Abrutissement, il a utilisé le terme. Moi, je parle, et on parle seulement avec Philippe, de robotisation de la pensée. C'est plus intellectuel. Oui, c'est moins LFI. Bon, il faut bousculer la caste journaliste parce qu'elle confond aujourd'hui carte de presse avec carte de prêche. Bon, très bien. Et presse libre, alors, est-ce qu'on en a des exemples concrets et récents dans d'autres pays, par exemple européens ou occidentaux au sens large ? Et la presse libre, elle a des obligations. Il faut qu'elle soit, je le dis souvent, exemplaire. Et pour qu'elle soit exemplaire, cette presse libre, il faut qu'elle soit indépendante. Indépendante des partis, indépendante des oligarques, des milliardaires. Bernard Arnault est tellement bien que c'est un milliardaire, un oligarque. Aussi, ce terme-là qu'on utilise pour les pays de l'Est peut être aussi utilisé dans les pays de l'Ouest, hein, c'est les mêmes profils. Bernard Arnault, c'est un milliardaire, une des plus grandes fortunes du monde, qui emploie beaucoup de monde, mais qui a le Parisien comme journal et qui reçoit des dizaines de millions d'euros d'aide de l'État. C'est pas la vision que j'ai de quelqu'un qui apporte ses moyens pour faire vivre la presse. Donc il devrait bien évidemment récuser ces sommes qui pour lui représentent un demi-tableau qui doit être dans un de ces couloirs qui mènent aux chiottes. Donc moralité, il n'a pas vraiment besoin de cette somme-là. Retour à mon propos, elle doit être exemplaire, indépendante, et donc elle doit être indépendante financièrement. Ça, je pense que s'il n'y a pas ce gage-là, alors on ne peut pas parler vraiment de presse libre. Mais alors ça, c'est la conception, on va dire, peut-être anglo-saxonne de la presse. C'est-à-dire une presse indépendante financièrement est une presse indépendante dans son discours. En France, on est dans le cas inverse, c'est quasiment orwellien finalement, et on le voit avec le débat actuel sur la suppression de la redevance audiovisuelle, par exemple. On associe une presse libre au fait qu'elle soit subventionnée et donc capable d'opérer, finalement. Hein, on entendait souvent que le service public, c'est le garant de la démocratie et de la liberté de la presse, alors que c'est la presse qui est la plus subventionnée par l'État. Oui, c'est vrai, je regardais là les journalistes de France 2 qui sont intervenus en disant il faut protéger la redevance audiovisuelle et donc ça nous permet de mener des enquêtes si d'autres journaux n'étaient pas capables de le faire. Leur clip était très mignon. Voilà, donc c'est sympa. Bon, il manque, ça nous permet de maintenir nos prébendes. Nos prébendes. Parce que dans le monde dans lequel on est, Gilles Belzow, je suis désolé de dire, mais où voit-on que des entrepreneurs, des gens peuvent avoir des métiers à vie dans le confort du paiement par l'État de leur salaire? Enfin, je veux dire, les commerçants se battent, les artisans se battent, les journalistes ici de la presse libre se battent pour pouvoir, comment dire, exister. Bon, non, dans le service public, une fois qu'on est rentré dans le service public, on n'en sort pas. Dans la réalité, on n'en sort pas, on y est à vie. Et donc, ça donnerait une capacité, une possibilité de dire la vérité. Tout ça est grotesque. Là encore, c'est du pipeau. Donc, non, la presse audiovisuelle, ça pose d'ailleurs le problème, on en parlera peut-être de la manière dont on finance le service public, mais enfin, le service public garant de liberté, garant d'indépendance et garant de neutralité, ça n'existe plus. Voilà, service public égale aujourd'hui extrême gauche, service public égale extrême gauche. C'est à cela qu'ils ont abouti. Voilà. Et ça reste des personnalités qui sont privilégiées. Tous ceux qui intervenaient dans ce petit clip pour dire « Aidez-nous, monsieur, aidez-nous », je fais ça aussi pour TV Liberté, donc il n'y a pas de honte. Sauf que moi, je demande l'argent des donateurs, parce que eux sont les garants et les gérants de la liberté TVL. Mais je ne demande pas l'argent de l'État, j'en veux pas de l'argent de l'État. Si on commence à avoir la béquée par l'État pour survivre, alors le jour où l'État coupe la béquée, on meurt.
Donc une presse libre, aujourd'hui, c'est une presse qui n'est pas une presse d'État et qui n'est pas une presse qui touche l'argent de l'État. Or, toute la presse aujourd'hui touche l'argent de l'État. Toute. Y compris Mediapart, l'Opinion, qui se vante d'être des journaux tout à fait libres et indépendants. Le seul qui, à ma connaissance, n'en bénéficie pas, c'est Rivarol, qu'on a privé de tout. De tout. Oui. Voilà, c'est le seul exemple à travers toute la presse écrite et la presse audiovisuelle de gens qui étaient aidés un peu, tout petit peu, et qui finalement n'ont le droit à plus rien. Plus rien du tout, même pas des remises sur la TVA, etc. Merci pour ces précisions, Martial Bild. Prochaine question, donc. On a quand même un nouvel espoir face à cette tyrannie médiatique, face à ce parti des médias, comme vous l'appelez. C'est l'arrivée d'Internet, finalement, et de l'information numérique au sens large, et ce qui inclut, finalement, les réseaux sociaux, qui sont souvent vilifiés par les médias comme étant des vecteurs et des véhicules de la pensée de l'extrême droite dans l'opinion. Oui. Donc voilà peut-être un espoir à avoir aussi, un deuxième espoir. Oui. En fait, pendant longtemps, le parti des médias disposait des vecteurs officiels de l'information, des seuls vecteurs officiels de l'information. Tout passait par eux, c'était les seuls tuyaux par lesquels l'information pouvait passer, c'était les leurs. Bon, avec la naissance de l'Internet et le développement de l'Internet, le caractère foudroyant du développement numérique, le système médiatique a été abasourdi parce qu'il a vu apparaître autour de lui des nouveaux vecteurs d'information, des petites frégates, des petites flibustiers qui véhiculaient l'information en dehors des gros tuyaux d'information officiels et surveillés et policés. Bon, mais la réalité aussi, quitte à décevoir, c'est que la contre-attaque, elle ne s'est pas fait attendre. Et c'est ce que j'appelle, moi, la contre-offensive de la censure. C'est Philippe Millot dit que le pouvoir totalitaire, presque de terreur sur le réseau, sur les plateformes vidéo, sur les réseaux numériques, est abrité dans la Silicon Valley. Et c'est le microcosme de la société postmoderne de service, c'est-à-dire la cancel culture, le wokisme qu'on voit au cinéma, porté par des plateformes vidéo, par des plateformes comme Netflix. Moralité, les GAFAM font la loi, ils font leur loi, ils sont au-dessus des lois, y compris même au-dessus des lois des États. Et à ma connaissance, dans les 10 dernières années, je crois qu'il n'y a qu'un sous-secrétaire d'État au numérique qui s'appelait Cédric O, qui a redisparu et qui, à un moment donné, avait, dans une dépêche, un communiqué, dit que les plateformes vidéo, style YouTube, devaient, disposer des règles des pouvoirs publics, parce que c'était comme des autoroutes qui transportent les voitures. Elles ont beau être privées, néanmoins, l'obligation d'être à 130, l'obligation, etc., d'avoir sa ceinture de sécurité, c'est encore l'État qui le décide. Et cette simple revendication du secrétaire d'État est tombée dans l'oubli. On impose, les plateformes vidéo imposent les règles de la communauté, c'est-à-dire de leur communauté, celle des élites, des puissances d'argent, des oligarques, contre les peuples. You en tube, les peuples. You entube les peuples. Alors, à vous entendre quand même, le tableau est sombre. On a l'impression qu'un petit peu tout est perdu, malgré vous disiez que qu'il ne faut pas céder à la fatalité et qu'il n'existe pas de fatalité. Alors, ma prochaine question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On a certains côtés d'espoir. Tout n'est pas perdu selon vous. Mais d'un autre côté... le tableau n'est pas réjouissant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Jules, si je pensais aussi, Philippe Millot pensait que c'est perdu, il n'aurait pas, lui, consacré 10 années de sa vie à monter TV Liberté et à en faire un succès, et nous ne l'aurions pas suivi dans cette démarche-là. Donc c'est que nous considérons bien évidemment que rien n'est perdu, au contraire. Au contraire, tout est à faire. Tout est à faire. Mais il y a aussi maintenant l'obligation que les politiques reprennent le pouvoir. Et par exemple, il faudrait une législation nationale de subordination des GAFAM contre l'ingérence des GAFAM dans la vie démocratique. Et cette résistance, elles sont apparues. Il y a eu des jugements en Italie, vous les avez évoqués, il y a des décisions en Pologne, il y a des législations antitrust que l'on évoque aux États-Unis. Il faut aussi promouvoir la création de réseaux sociaux numériques nationaux. Quand j'entends... Un peu comme la Chine, alors. Comme tous ceux qui considèrent qu'il y a nécessité d'avoir une souveraineté, qu'une souveraineté, ça passe aussi par une souveraineté numérique.
Voilà. Donc, je ne vais pas chercher à l'étranger tel ou tel. Je dis que voilà, qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un discours de souverainiste ou prônant la souveraineté sans qu'on y intègre une souveraineté numérique qui est aussi essentielle qu'une souveraineté monétaire. Enfin, donc voilà, ça aussi, c'est vers les politiques que je me tourne. C'est à eux de faire ce travail-là. Remarquez, on n'a plus de souveraineté monétaire, c'est peut-être plus dérangeant finalement qu'on n'ait plus de souveraineté numérique non plus. Mais il faut à nouveau revenir à cela. Il faut donc s'emparer de cela. Il faut s'emparer des vrais sujets. On parlait de la redevance audiovisuelle. Bon, on vient de supprimer la redevance audiovisuelle au Parlement pour l'instant, en l'état. Mais je vois des politiques, ou certains politiques, s'enthousiasmer de cela en disant c'est une grande avancée. Pardon de dire, dirait un certain maire, pardon de dire que non, c'est pas suffisant. Dans la réalité, et je leur demande, là aussi, lisez le bouquin, parce qu'on a travaillé là-dessus. Soit on conserve la redevance audiovisuelle, mais on permet aux contribuables d'affecter cette redevance à la presse qu'ils souhaitent. Qui convient. Bon, voilà, il y a sur sa feuille d'impôt, je paie ma redevance audiovisuelle, à qui je l'attribue. Voilà, ça c'est voilà. Alors voilà bien une démarche démocratique. En Allemagne, on attribue bien l'impôt pour l'Église si on le veut ou on ne le veut pas. Et là, on désigne librement, on affecte librement la somme pour le contribuable. Mais si on ne fait pas ça, si on fait seulement supprimer la redevance audiovisuelle, qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Dans la réalité, c'est que le service public n'est pas remis en cause. D'ailleurs, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a dit aucun souci, aucun problème. Nous affecterons les 3,7 milliards, puisqu'il faut 3,7 milliards par an. Peut-être un peu plus dans la réalité, mais 3,7 milliards par an, nous les affecterons à partir de la TVA. Bon. Donc qu'est-ce qui arrive en fait ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que, simples contribuables, vous comme moi, nous avions tous les ans un rappel que 138 € nous étaient volés pour un service public qui ne nous représente pas et qui nous dégueule dessus. Globalement. Pardonnez-moi de faire court, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, nous ne savons plus si les 138 € sont utilisés. Nous ne le saurons plus. On ne le verra plus sur notre feuille d'impôt, donc ça ne nous énervera plus. Néanmoins, les 138 € seront donnés sous la forme de la TVA que Gilles Blaiseau et Martial Bild paient allègrement, quotidiennement, à tout moment. Oui. Donc, nous continuons à payer, sauf que ça ne se voit plus. Donc, dans la réalité, la question qui se posait, c'était est-ce qu'on garde la redevance audiovisuelle, mais on l'affecte au journal ou à la presse que l'on souhaite, ou est-ce qu'on supprime la redevance audiovisuelle, mais dans ce cas-là, on met fin au service public dès lors qu'il n'est pas facteur de neutralité. Et à partir de ce moment-là, la question se pose vraiment de savoir s'il faut maintenir un service public en France dont on voit bien qu'il ne mène pas à bien les missions qui sont les siennes. Alors voilà des idées très intéressantes dont les politiques pourraient se saisir s'ils en avaient le courage et la volonté. Mais dans tout ça, finalement, quel est le rôle que peuvent jouer les citoyens lambda, voilà, les quidam en France, vous et moi, à TV Liberté par exemple, sans espérer finalement que le salut vienne du politique et des politiques? Il viendra aussi de cela. Pourquoi pas ? Pourquoi considérer qu'il ne viendrait pas des politiques ? Il y a des changements politiques aujourd'hui en France, il y a des évolutions de l'opinion publique. Donc rien n'est fermé, rien n'est définitif, rien n'est jamais définitif. C'est d'ailleurs le caractère positif qui est celui qui sous-tend l'ouvrage. Et vous me dites pour les téléspectateurs, les téléspectateurs de TV Liberté, ils ont compris. Donc nous nous adressons à eux, mais dans la réalité, eux, ils ont compris. Ils ont compris qu'il y avait une forme de dissidence médiatique. On prêche des convertis. Voilà, donc on prêche des convertis. Donc ce que je serais tenté de dire, c'est qu'à chacun d'entre eux, ils fassent part, notamment pendant les vacances, parce que pendant les vacances, on voit beaucoup de gens qu'on n'a pas le temps de voir dans le reste de l'année, la vie est ainsi faite, où on rencontre des amis, où on se fait des amis, et de leur dire, voilà, il y a la forme de dissidence médiatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, considérer que les informations qu'on vous donne, avoir objectivement plusieurs points de vue. On est en ce moment sur le jour de dépassement. Bon, le jour de dépassement. Alors, tout le monde dit c'est le jour de dépassement, c'est le jour de dépassement. Beaucoup d'observateurs, de spécialistes disent que c'est une escroquerie intellectuelle et morale, que ça se fonde sur rien. Oui, non, je n'en sais rien. Le but de TV Liberté, c'est qu'on entende tous les sons de cloche, qu'on ait la possibilité de se faire une opinion par soi-même. Et
l'évolution est essentielle. On a eu, dans les années 80, vous n'étiez pas né, il y a des journaux comme Élément, qui fêtent ses 50 ans, qui ont compris le caractère décisif de la guerre culturelle. Il y a des journaux comme Présent, Minute et bien d'autres qui étaient dans la guerre des idées politiques au quotidien. Et aujourd'hui, il y a des chaînes sur YouTube, des chaînes qui font ce travail-là aussi. Il y avait la guerre des ondes, c'est-à-dire en 87, en 85, la création de Radio Courtoisie par Jean Ferret, qui procédait de cet esprit alternatif. Puis, moi, j'ai vu des politiques, je pense à Bruno Maigret en 97, qui lui appelait à la création de la réinformation. En 2005, il y a Novopresse, qui a été le premier site de réinformation, qui a été suivi par F de Souche. En 2014, c'était Vélib-Liberté qui est arrivé pour contrer finalement le coup d'État des médias. Donc il faut poursuivre et continuer cette dissidence. Et je voudrais vous dire un dernier mot en ce qui me concerne. Nous ouvrons l'ouvrage et sur un mot que je répète maintenant, partout. Néniké Kamen. Voilà, Néniké Kamen. Néniké Kamen, c'est nous sommes victorieux. En fait, Philippides, on était à la bataille de Marathon, on est en 490 avant Jésus-Christ, je n'y étais pas, vous non plus. Et il y a un hémérodrome, un messager, Philippides, qui va aller voir les Grecs pour leur dire qu'ils ont gagné contre les Perses, et il leur dit Néniké Kamen. Nous sommes victorieux. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de messagers qui apportent des bonnes nouvelles. Il n'y a plus de messagers d'information qui donnent des bonnes nouvelles. Il n'y a plus de messagers qui sont porteurs officiels de nouvelles qui défendent la patrie. Ça, c'est la réalité. Mais nous sommes là. Nous sommes là et je suis moi intimement convaincu que la presse alternative, qui prend des parts de marché continuellement, passe aussi vite que nous voudrions, bien sûr, mais avec l'effort commun, aujourd'hui la presse alternative est en capacité d'être alternatif réellement à ce parti des médias. Néniké Kamen. Nous ne sommes pas victorieux, mais nous serons victorieux. Martial Bild, merci pour cet entretien passionnant. Le merci temps a filé et je n'ai pas su maîtriser l'antenne comme le présentateur de la MSNBC. MSNBC, oui. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. J'invite tous nos spectateurs à, bien sûr, commander votre ouvrage et le lire, parce que c'est une véritable lecture passionnante et très instructive quant au parti des médias, la tyrannie médiatique dont on parle chaque semaine avec Jean-Yves. Chers spectateurs, je vous adresse enfin un mot pour conclure cette dernière émission de cette saison, si je puis dire. Immédiat prend des vacances pendant 3 semaines désormais et nous nous retrouverons avec Jean-Yves sur ce plateau à la 4e semaine d'août. En attendant, je vous souhaite à tous un bon été et Néniké Kamen.